Bonjour tout le monde, bienvenue à ce webinaire aujourd'hui le 23 mars 2017 sur la cartographie des financements pour mettre en œuvre les contributions nationaux déterminées en Côte d'Ivoire. Je m'appelle Danaï Magnatis, je travaille pour le programme ONURED et je serai votre modératrice pendant ce webinaire. J'aimerais dire deux mots sur nos hôtes aujourd'hui du webinaire, le programme LEDS. Le LEDS est un partenariat global pour le développement des stratégies de basse émission qui a été créé en 2011 et il travaille aussi sur les contributions déterminées nationaux sous la CNUC. Dans ce cadre-là, et de plus d'être notre hôte aujourd'hui, le LED soutient les praticiens pour l'apprentissage en équipe, pour rassembler les praticiens, développer leur expérience et partager les bonnes leçons sur toutes les questions de développement de stratégies de basse émission et les contributions déterminées nationaux. De la même façon, ils fournissent aussi une assistance technique pour faciliter la coopération entre les parties prenantes intéressées, les rapports techniques, des études de bonnes pratiques, etc. Il y a un site web aussi, letsgp.org, que je vous invite à consulter après le webinaire. Maintenant, quelques observations d'organisation pour ce webinaire. Vous allez voir que vous êtes en sourdine, l'audio est en sourdine, donc on ne pourrait pas vous entendre, mais mettez bien votre appareil audio, j'espère que vous nous entendez très bien. Si vous avez des questions, et on espère que vous allez en avoir plusieurs pour permettre d'avoir un débat participatif à la fin de ce webinaire, il y a un petit onglet dans le GoToWebinar, dans le panneau de contrôle. C'est une des dernières boîtes en dessous, vers le bas, et vous pouvez envoyer vos commentaires dans cette case de questions. Ces commentaires, ces questions seront rassemblés pour la session et vers la fin de la session, on prendra le temps de faire des questions et réponses après la présentation. Si vous avez des difficultés techniques, n'hésitez pas à contacter le service d'assistance technique de GoToWebinar sur ce numéro que vous voyez devant vous. Avec ça, j'aimerais aussi donner une petite introduction du programme et des participants aujourd'hui. Donc, les présentations seront faites par mademoiselle Adeline Dantonville, qui fera l'introduction et approche méthodologique de l'étude. Et Adeline travaille pour la facilité RED de l'Union européenne. On a aussi avec nous aujourd'hui directement de Abidjan, monsieur Marc Dobré, qui donnerait un aperçu des résultats, les leçons apprises et les prochaines étapes de cette étude. Et Marc travaille pour Impactum en Côte d'Ivoire. Après ces présentations-là, on aura le temps pour des questions et réponses. Et à la fin, on aimerait vous demander de prendre quelques minutes pour faire un petit sondage pour nous dire comment s'est passé le webinaire. Avec ça, je pense qu'on pourrait commencer avec le webinaire et j'aimerais passer la parole à Adeline. Merci beaucoup. Bonjour à tous, donc je suis Adeline Dantonville de la Facilité RED de l'Union européenne. Merci d'abord à tous de nous avoir rejoints pour participer à ce webinaire. Donc je vais démarrer la présentation en vous donnant une courte introduction sur le contexte du projet, suivie aussi de quelques explications méthodologiques. Alors après l'entrée en vigueur de l'accord de Paris en novembre dernier, les pays doivent maintenant prendre des mesures pour atteindre les objectifs de leur contribution nationale déterminée, ou CND. Les questions d'usage des sols sont au cœur des CND de nombreux pays tropicaux.
On constate d'ailleurs que de nombreux pays ont déjà démarré l'élaboration ou sont en train d'élaborer des stratégies nationales REDD+, pour guider la gestion des terres et des ressources naturelles de manière compatible avec la croissance économique et la réduction des émissions. Pourtant, on constate également que la majorité des investissements publics et privés soutiennent encore des formes d'utilisation des terres qui sont dommageables et alimentent la déforestation. Et il reste complexe et difficile pour les pays et leurs partenaires d'équilibrer les priorités de développement concurrentes. Cela s'est traduit dans de nombreux cas par une utilisation non coordonnée, souvent inefficace, voire contradictoire, de ressources financières limitées. C'est pour cela qu'améliorer la compréhension des investissements dans les secteurs liés à l'utilisation des terres est un pas important vers la planification et la mise en œuvre efficace des CND. Nous pensons que les pays ont tout à gagner à poser un regard critique sur leur schéma de dépenses publiques afin d'en améliorer l'efficacité, ainsi que de pouvoir mieux défendre leurs besoins auprès de nouvelles sources de financement, telles que par exemple le Fonds vert. Ces questions et ces préoccupations ont été au cœur de l'évolution de la politique de la Côte d'Ivoire en matière de changement climatique et d'aménagement des sols. Pour ceux qui ne le savent peut-être pas, la Côte d'Ivoire est un pays d'Afrique de l'Ouest qui a perdu la majorité de ses forêts primaires au cours du siècle dernier. À l'heure actuelle, on estime que le couvert forestier de la Côte d'Ivoire représente environ seulement 2% du territoire, et le pays pourrait en fait perdre toute sa couverture forestière d'ici à 2034. Pour remédier à cette perte rapide de superficie forestière, le gouvernement de la Côte d'Ivoire a annoncé des engagements forts pour atteindre ses objectifs de croissance tout en réduisant la déforestation, notamment au travers de son engagement à réduire de 28% les émissions de gaz à effet de serre dans sa contribution nationale déterminée. Dans les secteurs liés à l'usage des sols, cela se traduit notamment par un engagement à découpler la production de cacao. Le cacao est l'un des moteurs principaux de déboisement de la Côte d'Ivoire, de la déforestation. Et c'est un engagement qui a été pris au travers de la déclaration de New York sur les forêts en 2014. Également de rétablir le couvert forestier à 20% du territoire d'ici à 2030. Ces engagements, qui sont ambitieux, sont repris dans la stratégie nationale REDD+, et dans le plan d'investissement REDD+, qui sont actuellement en cours de finalisation. On peut alors se poser la question, les moyens financiers de la Côte d'Ivoire sont-ils à la hauteur de ces ambitions? Pour répondre à cette question, le ministère en charge de l'environnement en Côte d'Ivoire a souhaité cartographier les flux financiers liés à l'utilisation des sols. Cette cartographie identifie la nature et les volumes des financements publics nationaux et internationaux qui contribuent ou qui freinent les objectifs de lutte contre la déforestation. Et cette analyse a été faite pour l'année 2015. Cette cartographie, elle permet d'avoir un niveau de référence, permettant de mesurer les progrès réalisés en ce qui concerne les niveaux d'investissement nécessaires pour mettre en œuvre les politiques d'agriculture durable et de reboisement, qui sont au cœur de la stratégie nationale REDD+. La cartographie permet également d'identifier les opportunités pour accroître les financements disponibles et également rediriger une partie des financements existants pour la mise en œuvre de la stratégie nationale REDD+, qui est une composante essentielle de la CND de la Côte d'Ivoire. Donc, cette étude, elle a été menée par Climate Policy Initiative et les consultants locaux ivoiriens d'Impactum, dont nous avons Marc avec nous, avec l'appui technique et financier de la facilité REDD de l'Union européenne et du programme ONU REDD, et en collaboration avec le secrétariat exécutif permanent de la REDD+ en Côte d'Ivoire, le CEPRED, le ministère en charge de l'environnement et du développement durable, le ministère du budget et le ministère du plan. Mais au-delà de ces acteurs, le travail a également été mené de manière participative en coopération avec les groupes de travail multi-acteurs REDD+, en charge de la rédaction de la stratégie nationale et qui représentent les différents secteurs liés à l'usage des sols.
Donc, nous allons maintenant passer à expliquer l'approche méthodologique qui a été adoptée pour cette cartographie. Alors, nous avons divisé cette approche en 3 étapes. La première étape constitue à définir le périmètre de l'analyse des flux financiers que l'on souhaite examiner et à élaborer une définition consensuelle qui guidera la collecte et l'analyse des données. Donc, dans le cas de la Côte d'Ivoire, le gouvernement était intéressé de savoir quel flux de financement contribuait positivement ou négativement aux objectifs de la RED+. Le cadre de référence que nous avons donc utilisé est celui de la stratégie nationale RED+, qui était en cours d'élaboration au moment de l'étude. Nous avons donc commencé par identifier tous les types d'activités ayant un impact sur l'usage des sols dans les différents secteurs couverts par la stratégie. Ces secteurs étant l'agriculture, la forêt, l'environnement, l'énergie, les mines, le plan, etc. Au total couvrant 12 ministères. À partir de là, avec l'appui des groupes de travail sectoriels sur la RED+, nous avons développé une classification des activités alignées aux objectifs de la stratégie nationale, c'est-à-dire des activités contribuant à limiter la déforestation en Côte d'Ivoire. Mais nous avons non seulement voulu mesurer ces investissements positifs, mais nous voulions également comprendre de manière plus large les flux financiers qui ont un impact sur l'utilisation des terres en Côte d'Ivoire. C'est pour cela que nous avons également identifié les investissements business as usual, c'est-à-dire ordinaires, qui auraient pu conduire à la déforestation. Et en ce sens, cette approche est tout à fait innovante par rapport notamment aux expériences antérieures de cartographie de finances climat ou de revues budgétaires de finances climat qui ont pu être faites dans d'autres pays, car cette approche identifie à la fois les financements verts, positifs, mais également ce que nous avons appelé dans notre étude les financements gris. Et Marc, tout à l'heure, illustrera cela de manière plus précise. Donc, une fois que nous avons défini le périmètre de l'étude, nous passons à la deuxième étape, qui est de collecter les données pertinentes. Ces données qui sont nécessaires sont à la fois quantitatives, mais également qualitatives. Donc, les données quantitatives, les données financières, sont idéalement collectées à partir d'une source centrale, telle qu'un système d'information budgétaire, s'il existe dans le pays. Au niveau le plus désagrégé possible, le plus précis possible, et si possible sur les dépenses effectives des ministères. En Côte d'Ivoire, nous avons eu la chance de pouvoir accéder aux données de prise en charge, donc d'exécution, pour l'année 2015. Notre partenariat avec le ministère de l'Environnement, le ministère du Budget, le ministère des Finances et le ministère du Plan ont été absolument cruciaux pour accéder à ces données. Les données n'apparaissant pas au budget, donc les données hors budget, ont dû être collectées directement auprès des organisations concernées, comme certaines entreprises publiques ou fonds publics. En ce qui concerne les données relatives aux financements internationaux des bailleurs de fonds et partenaires techniques et financiers de la Côte d'Ivoire, elles ont d'abord été compilées sur la base de multiples sources d'informations en coopération avec ces mêmes bailleurs, et un questionnaire leur a ensuite été remis pour leur permettre de compléter et de valider ces données. Enfin, il est également très important de collecter des données qualitatives sur le détail des projets et programmes financés auprès des ministères et de toutes les structures pertinentes qui ont ces informations, car comme nous allons le voir, ceci est indispensable pour l'interprétation des données. La troisième étape consiste donc à codifier les données pour pouvoir les analyser et les interpréter. La codification des données sur les dépenses publiques a été effectuée en répondant à une série de questions clés relatives à la définition de l'étude, telles que par exemple si l'activité ou la dépense est alignée aux objectifs de la RED+. Et si oui, quelles politiques et mesures de la stratégie RED+ appuie-t-elle? Est-ce que l'activité est liée à l'atténuation du changement climatique, à l'adaptation, ou soutient-elle plutôt les mesures habilitantes, etc., etc.
Une fois ces données catégorisées et vérifiées par les fournisseurs de données et les intervenants clés, les données ont été regroupées dans une simple base de données Excel et de nombreuses vérifications ont été nécessaires pour notamment éviter le double comptage. Ces résultats ont été représentés de manière graphique, comme vous allez le voir dans une minute, pour appuyer leur communication et leur dissémination. Et sur cette base, des recommandations spécifiques et adaptées aux besoins des partenaires ont été développées. Voilà ce que je voulais vous expliquer pour la méthodologie. Je vais maintenant passer la parole à Marc, qui va vous présenter les principaux résultats et leçons apprises de ce projet. Oui, merci Adeline. Donc, mon nom est Marc Dobré de Impactom, basé en Côte d'Ivoire. Je vais donc avec vous, après la méthodologie que vient de présenter Adeline, parcourir les éléments liés aux résultats. Toutes ces méthodologies a servi donc à mener l'étude pour des résultats, les leçons apprises et aussi enfin les prochaines étapes. En ce qui concerne les principaux résultats, vous avez donc devant vous la cartographie des flux financiers alignés à la RAID en Côte d'Ivoire en 2015 sous forme de diagramme, le diagramme Sankey. Et cette cartographie fournit une image instantanée des flux financiers en 2015. Elle montre le cycle de vie des flux financiers, des sources de financement donc, que vous voyez sur la gauche, des instruments et des acteurs canalisant les financements et les utilisations finales sur la droite. Vous verrez aussi que la largeur des flux est proportionnelle à leur volume. Nous avons cartographié les flux publics internationaux et nationaux qui sont donc pertinents pour la RAID+ en Côte d'Ivoire en utilisant les données de 12 ministères et de plus de 15 bailleurs de fonds. Mais il s'agit juste d'un diagramme, mais il faut que je vous donne quelques exemples pour que ce diagramme soit plus parlant. Et là, vous allez voir sur cette slide que on a une diapositive où on voit les activités alignées aux objectifs de la RAID qui sont donc en vert. Ce sont des activités qui contribuent clairement à la réduction des moteurs de déforestation et à l'amélioration et à la protection du couvert forestier, comme détaillé à droite du schéma, comme la gestion durable des forêts, l'aménagement du territoire, la restauration et le reboisement. Par exemple, si l'on regarde en haut du graphique, de gauche à droite, on peut voir que la plupart des fonds sont acheminés par le Trésor au titre de dépenses budgétaires par les ministères techniques ou sous forme de subventions et soutiennent principalement les activités habilitantes. Dans l'ensemble, nous avons identifié 16,8 milliards de francs CFA, donc en équivalent dollars 28 millions de dollars, d'investissement du gouvernement ivoirien et de ses partenaires en 2015, qui ont donc contribué à la réalisation des objectifs de la RAID+. Il s'agit donc vraisemblablement d'une part négligeable des besoins d'investissement nécessaires pour mettre en œuvre non seulement les objectifs nationaux de la stratégie RAID+, mais aussi les objectifs de la contribution nationale déterminée. Ces besoins sont en cours de chiffrage encore, mais à titre d'exemple, nous avons analysé un secteur en particulier pour avoir une idée des besoins potentiels. Et ce secteur, à titre d'exemple, est celui de la forêt, avec des estimations qui évaluent à plus de 173 milliards de francs CFA par an d'ici à 2030, qui sont nécessaires pour atteindre les objectifs de restauration du couvert forestier à 20%. Et on voit que seulement 2%, donc environ 3,8 milliards de francs CFA de ce montant, ont été affectés au reboisement et à la gestion durable des forêts en 2015. De plus, on constate que la majorité des dépenses alignées à la RAID l'ont été pour soutenir le cadre habilitant.
mais seuls 447 millions ont été dépensés en 2015 par le Trésor public sur l'aménagement du territoire. On peut donc voir que les mesures habilitantes sont encore sous-financées en Côte d'Ivoire. L'intégration des objectifs de la RED+, dans les dépenses sectorielles, nécessitera des investissements supplémentaires considérables pour créer un environnement favorable, y compris une planification rigoureuse de l'utilisation des terres, la sécurisation foncière et la mise en place de systèmes robustes de traçabilité. Pour continuer avec les exemples, au cours de la même année, nous avons identifié pour 84,2 milliards de francs CFA de fonds publics investis dans des activités grises, principalement liées à l'intensification agricole, qui n'ont pas explicitement tenu compte des risques de déforestation et pourraient donc potentiellement avoir contribué à la déforestation et à la dégradation des forêts en raison de l'absence justement d'une planification rigoureuse de l'utilisation des terres, en l'absence donc d'un régime foncier garanti. Ceci montre la nécessité de veiller à ce que les objectifs d'aménagement durable soient intégrés à la planification des investissements dans de nombreux secteurs comme l'agriculture et l'énergie. Les activités grises sont celles qui pourraient potentiellement contribuer à la réduction des émissions, mais uniquement en présence d'autres conditions de soutien. Ce sont des activités d'intensification de l'agriculture qui peuvent être à l'origine de la déforestation et nécessitent des mesures politiques supplémentaires pour s'assurer que les forêts ne sont pas converties. En 2015, au moins 140 millions de dollars d'argent public ont été investis dans une intensification agricole grise qui n'a pas explicitement pris en compte les risques de déforestation et qui a peut-être contribué à la déforestation, à la dégradation des forêts en raison du manque de solidité de l'aménagement du territoire et de la sécurité foncière. Ces investissements gris ont été canalisés par tous les acteurs et instruments et principalement canalisés vers le secteur agricole pour l'intensification agricole et pour l'irrigation. La cartographie globale permet donc aux décideurs de voir la différence d'échelle entre les flux verts et les flux gris. Ceci n'est qu'un outil visuel vulgarisant une réalité beaucoup plus complexe, certes, mais sur cette base, une analyse adaptée peut être élaborée pour informer les décideurs et les parties prenantes. Quelques conclusions clés de cette étude nous montrent, notamment à travers le graphique qui apparaît, qu'en 2015, le montant dépensé par la Côte d'Ivoire et ses partenaires en milliards de francs CFA sont sur les principaux domaines prioritaires identifiés dans la stratégie RED+ de la Côte d'Ivoire. Les ordres de grandeur varient considérablement entre l'agriculture, la restauration des forêts, par exemple, que l'on voit dans le cadre en pointillé, donc qui est un zoom. Le graphique met en évidence le faible niveau des dépenses alignées à la RED+, par le gouvernement de la Côte d'Ivoire et ses partenaires dans les secteurs clés de la déforestation. En 2015, par exemple, les bailleurs de fonds ont consacré 55 fois plus d'argent à l'intensification agricole qu'au secteur forestier, soulignant donc les faibles niveaux d'investissement dans le reboisement et la gestion durable des forêts et la nécessité d'intégrer les objectifs climatiques dans leurs investissements. Nous avons constaté que la protection des forêts n'est pas encore totalement intégrée dans les stratégies nationales et sectorielles de développement de la Côte d'Ivoire et ne fait donc pas encore partie ou pas suffisamment des priorités nationales des partenaires au développement. Cela souligne également une opportunité majeure de valoriser les flux financiers existants et d'intégrer l'utilisation durable des terres dans les plans d'investissement des secteurs concernés, en particulier l'énergie et l'agriculture. Il s'agit d'opportunités. Et comme vous pouvez le constater ici, le budget de gouvernement de la Côte d'Ivoire et les budgets de partenaires au développement ne tiennent pas explicitement compte des risques de déforestation et sont susceptibles d'avoir contribué à la déforestation et à la dégradation des forêts.
le verdissement des financements agricoles provenant du trésor public et dans une large mesure des sources internationales augmenterait de plus de 5 fois les dotations disponibles au soutien des politiques et mesures de zéro déforestation à hauteur de 100 milliards de francs CFA. Au minimum, la priorité doit être accordée à ce que les flux gris existants ne contribuent pas au déboisement et à la dégradation des forêts. Idéalement, ces flux devraient contribuer à améliorer et restaurer le couvert forestier, conformément donc aux objectifs de la RED. Venons-en maintenant aux leçons apprises. Sur les leçons apprises, nous pouvons considérer certaines leçons applicables à d'autres pays, donc des leçons assez générales. Et on peut citer notamment celles liées au périmètre de l'étude et rappeler que là, il s'agit en grande partie de la disponibilité, de la complexité des sources de données. Il faut donc veiller à la faisabilité doit être évaluée sur cette base. Est-ce qu'il s'agit de données du public contre privé, de données centralisées ou décentralisées, de besoins de collecte de données, et le niveau de détail des données aussi, et la disponibilité des informations qualitatives. Ensuite, nous pensons que la définition du périmètre, ce qu'il faut compter, la définition des activités, et l'interprétation qui doit en être faite doit l'être de façon extrêmement participative. Les définitions peuvent s'appuyer sur des cadres internationaux, mais doivent être adaptées autant que possible au contexte national. La troisième leçon concerne le soutien politique qui est essentiel pour l'accès aux données. Les données financières sont sensibles et des arrangements et des accords institutionnels appropriés doivent être mis en place. Adeline soulignait que dans le cas de la Côte d'Ivoire, nous avons eu la chance d'avoir l'appui du ministère du Budget pour l'accès aux données et l'analyse de ces données. Enfin, ce travail a un grand potentiel pour aider les services gouvernementaux à améliorer la qualité des données, à assurer le suivi des finances, la coordination et à aider à interpréter ces données. Mais les leçons peuvent être aussi ramenées au cas spécifique de la Côte d'Ivoire. Et pour cela, il est bien de revenir donc au NDC, au CDN, les contributions nationales déterminées, parce que la Côte d'Ivoire, à l'instar de la plupart des autres pays du globe, s'est engagée à la COP21 à réduire ses émissions d'ici 2030 de 28%, en se concentrant principalement sur les forêts pour atteindre ses objectifs et ses ambitions. Et cet exercice de cartographie donc se présente comme un outil pour la mise en œuvre de ces NDC, plus précisément en ce qui concerne le dialogue intersectoriel entre les secteurs de la forêt, de l'agriculture, de l'énergie, de la même façon aussi l'alignement des investissements climatiques en termes de rapprochement entre les besoins et les ambitions, en termes d'outils aussi de benchmarking pour l'inspiration des autres secteurs du climat, en termes de plaidoyer. Aujourd'hui, la plupart des bailleurs de fonds en Côte d'Ivoire veulent soutenir le gouvernement pour qu'il mette la forêt au niveau des priorités nationales. Mais cet outil peut leur être très utile pour aller dans cette direction. Sur les prochaines étapes, l'analyse s'inscrit directement dans la stratégie nationale RED+, et sert de point de référence pour le plan national d'investissement de la stratégie RED+, et aussi pour la proposition à soumettre au Fonds vert pour le climat, ainsi que pour l'engagement du secteur privé. Et toutes ces activités sont en cours. Il est aussi important de souligner que les premières hypothèses du plan national d'investissement de la RED+, vont dans le sens justement de cette nécessité et de besoins extrêmement importants pour la Côte d'Ivoire par an. On pense aussi que la proposition au Fonds vert pour le climat, qui pourrait être de l'ordre de 60 millions de dollars, avec un cofinancement du secteur privé du même ordre, va être aussi pouvoir s'inspirer de cette étude, et le secteur privé est aussi prêt et a commencé à s'engager, notamment avec la dernière réunion à Londres de la Fondation mondiale du cacao
avec donc l'unité durabilité du Prince Charles, ou pour la forêt et le cacao et l'agriculture zéro déforestation et le cacao à but de la forêt, la plupart des grands acteurs mondiaux du cacao se sont engagés. Je pense qu'il est aussi important de souligner, enfin, que cet exercice peut être utile et nourrir considérablement la stratégie nationale, le climat, le plan d'investissement et le plan de travail, la roadmap qui a été développée dans le cadre justement de la mise en œuvre de ces NDC. Sur ces notes, je vais donc repasser la parole à notre modératrice, Danae, pour la suite des échanges. Merci beaucoup Marc, merci beaucoup Adeline pour cette excellente présentation. Chers participants, j'aimerais juste vous redire que vous avez la possibilité de poser des questions dans la boîte de questions qui est dans votre écran de dialogue. On a déjà quelques questions qui sont arrivées. Et donc, une première question sur comment les financements privés des agriculteurs et des banques jouent un rôle important dans le financement d'usage des sols. Et je vois aussi quelques questions qui arrivent sur le secteur, l'implication du secteur privé et comment les financements du secteur privé sont alignés avec la REDD+, oui ou non. Donc, pour la première question, donc si les financements privés sont alignés pour la REDD+, je vais passer la parole à Marc pour en parler. Merci beaucoup, Marc. OK, mais merci Danae. Écoutez, ce qu'on peut dire pour le secteur privé, c'est que nous sommes au début d'un processus. Pour l'agriculture, la plupart des filières se sont déjà engagées depuis quelques années dans des programmes de durabilité, des programmes très importants. Mais ces programmes de durabilité qui visaient essentiellement l'intensification, le développement communautaire, ne prenaient pas suffisamment en compte justement l'environnement, la préservation du couvert forestier et le reboisement. Mais aujourd'hui, et je vous parlais d'un engagement très fort qui a été pris à Londres la semaine dernière par la plupart des gros acteurs mondiaux de l'industrie du cacao, pour que justement le développement de la cacaoculture puisse se faire en préservant les forêts. Il existe aujourd'hui, par exemple, pour la filière cacao, une plateforme de partenariat public-privé qui a mis en place un groupe de travail spécifique lié justement à l'environnement, au changement climatique et à la lutte contre la déforestation. Et on peut citer aussi quelques initiatives de grands chocolatiers comme Mondelez qui investit des sommes importantes pour justement lutter contre la déforestation et promouvoir le reboisement par des paiements pour services environnementaux dans l'ouest et le sud-ouest de la Côte d'Ivoire, mais d'autres aussi, à l'instar de Barry Callebaut. Vraiment, le secteur privé s'engage puissamment, mais nous sommes au début du processus. Et justement, cette étude peut aider non seulement à les encourager pour continuer ce processus, mais surtout aussi leur permettre peut-être de recadrer la direction dans laquelle ils sont, qui est de dire que l'intensification n'est pas tout. Il faut regarder comment les mesures habilitantes en termes justement d'aménagement du territoire, en termes de sécurisation foncière, en termes de ce qu'on appelle Sustainable Land Use Planning doivent être prises en compte. Mais je pense que la volonté est là, l'engagement est là, et nous sommes au début d'une très belle aventure. Merci beaucoup, Marc, pour... Danae, si je peux ajouter sur les... comme on nous a aussi posé la question sur les données du secteur privé, effectivement, au niveau quantitatif, l'étude n'inclut pas les données du secteur privé à ce stade. C'était déjà pas mal de travail de travailler sur les données du secteur public.
Par contre, effectivement, on a essayé de regarder dans la mesure du possible en termes qualitatifs quel était l'impact des financements privés sur l'usage des sols, notamment au niveau de l'agriculture. Donc, on a pu dégager certains ordres de grandeur. Il y a des détails dans le rapport complet que vous pouvez consulter. Mais il était impossible pour nous de collecter des informations plus détaillées sur les destinations, les usages de certains financements. En tout cas, ça nous a permis de nous rendre compte que les acteurs privés jouaient un rôle extrêmement important, notamment pour les filières de rente, le cacao, l'EVA, l'huile de palme, qui sont parmi les moteurs principaux de la déforestation en Côte d'Ivoire et dont les filières industrielles financent majoritairement les investissements. L'État joue un rôle très limité dans ce domaine-là. Donc, elles ont vraiment les financements qui viennent de ces filières ont un rôle particulièrement important à jouer. Ces filières communiquent sur certains programmes de gestion durable qu'elles mettent en œuvre. Marc vient de parler, par exemple, dans le cacao, certaines entreprises comme Mondelez qui sont maintenant impliquées dans un programme de paiement pour services environnementaux. Mais effectivement, ça ne reste qu'une partie limitée des flux financiers qui sont liés à ces filières. Et il y a encore pas mal de travail à faire qui est en train de démarrer pour améliorer la transparence dans ce secteur-là et collaborer avec les filières agricoles. Merci beaucoup Adeline et Marc pour ces excellentes réponses et merci à Monsieur Adrien Hainaut et Monsieur Georges Geoffrey, j'espère que je le prononce bien, Kouaté, pour ces premières questions qui nous ont permis d'aborder cette discussion intéressante du secteur privé. Je vois qu'entre-temps, il y a quelques autres questions qui sont rentrées, donc continuez, s'il vous plaît, à utiliser cette case de questions et à nous envoyer des questions. Une prochaine question qu'on a reçue de, je pense, Monsieur Latro Emmanuel, et si les financements, donc avec les financements qui sont assez faibles attribués au reboisement en 2017, si on pense que la Côte d'Ivoire pourra en effet atteindre ses objectifs en matière de reconstruction du couvert forestier, hein, et comment faire cela puisque la forêt semble visiblement ne pas être encore une priorité de l'État. Donc, c'est une excellente question et j'aimerais demander à Adeline de nous donner un peu de ses observations sur cette question. Merci. Merci Danae et merci pour la question. Alors effectivement, elle est très pertinente puisque quand on voit les différences d'ordre de grandeur entre les moyens qui ont été alloués en 2015 au secteur forestier, notamment aux efforts de reboisement et de restauration des forêts, et les besoins que nous avons cherché à estimer de manière très grossière, hein, on voit que on est de l'ordre, on a à peu près 2% des besoins qui sont couverts en 2015. Donc il y a un gap vraiment très, très important entre les besoins et les ambitions. Pour autant, il y a les opportunités d'améliorer l'efficacité des financements dans ce secteur-là et notamment clairement d'alimenter le plaidoyer pour un financement supplémentaire, un soutien supplémentaire au secteur forestier d'ici à 2030 pour que la Côte d'Ivoire réalise ses objectifs. Et c'est notamment l'un des objectifs de cette étude, de pouvoir alimenter avec des chiffres et avec une analyse ce plaidoyer qui est en cours de préparation d'ailleurs au niveau du ministère des Forêts et qui est un sujet de dialogue entre le ministère des Forêts et notamment les bailleurs de fonds qui, grâce aux résultats aussi de cette étude, ont pu se rendre compte que la différence d'échelle entre leur soutien au secteur forestier vis-à-vis du secteur agricole était vraiment trop importante et sans doute plus adaptée aujourd'hui aux réalités des objectifs de la Côte d'Ivoire.
Il faut souligner qu'actuellement, il y a, et Marc pourra peut-être en dire plus, un travail de préparation du plan d'investissement RED+ qui est en cours. Donc, c'est un travail de chiffrage justement de ces ambitions. Donc peut-être qu'il pourra nous donner des éléments plus précis là-dessus, mais à la suite de ce processus-là, il y aura toute une feuille de route et une collecte, des discussions à la fois au sein du gouvernement de la Côte d'Ivoire, mais aussi avec leurs partenaires, sur la façon de mettre en œuvre ce plan d'investissement et de pouvoir augmenter ou rediriger certains financements vers les secteurs, notamment la forêt, qui en ont le plus besoin. Oui. Adeline, je pense que tu as vraiment dit l'essentiel, mais simplement confirmer que un travail est en train d'être fait et en cours de finalisation même relatif au cadre national d'investissement de la stratégie de la RED+. On est toujours sur la base, on va dire, de besoins extrêmement importants, on va dire qui s'alignent avec les besoins que nous avons estimés déjà dans cette étude. Et l'idée, c'est que cette étude puisse aussi permettre de renforcer le plaidoyer qui sera nécessaire pour mobiliser les partenaires et les ressources afin de mettre en œuvre ce cadre national d'investissement. Les ambitions sont importantes. C'est vrai qu'on peut être assez inquiet quand on regarde les réalités par rapport aux ambitions, mais je pense que c'est important d'avoir fait ce premier pas. Et dans le premier pas, on peut mettre aussi l'élaboration de la stratégie nationale RED+, on peut mettre aussi le cadre national d'investissement, et notamment cette étude qui va être vraiment comme une boussole pour permettre de faire face aux défis et permettre de mobiliser les ressources nécessaires pour les ambitions de la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, Marc. Et entre-temps, je vois qu'il y a des questions qui continuent à arriver, donc on est ravis. Merci beaucoup. Et je vois certaines questions de, je pense, Monsieur Richard Soufo-Kankeo. Merci beaucoup. Et donc, je vais un peu les combiner. C'est sur les investissements qui se font dans les filières agricoles et qui sont demandeuses en termes d'espace et de financement. Comment est-ce qu'on pourrait concilier cela avec les projets de réduction des émissions, et notamment aussi en pensant et en réfléchissant si justement une intensification ne peut-elle pas permettre de réduire l'impact sur les forêts. Donc, je vais peut-être commencer avec cette question. Marc, voudrais-tu nous partager un peu de réflexion et Adeline pourrait aussi compléter. Merci. Oui, et je pense que c'est une question extrêmement pertinente. Mais justement, on est en plein cœur de la problématique, ou on va dire du dilemme. Hein. Il faut continuer les investissements, donc continuer le développement dans l'agriculture. Mais en même temps, il faut le faire en préservant les forêts. Donc, l'intensification est une piste et c'est une piste que un certain nombre d'acteurs ont déjà commencé à mettre en œuvre. Mais l'idée, c'est maintenant que ce soit une intensification durable, que ce soit une approche durable qui prenne aussi en compte les éléments liés à la réduction de la déforestation. Voire même au reboisement, parce que par exemple, l'idée, c'est que pour un hectare de cacao, dans une plantation d'un hectare de cacao, on puisse aussi avoir, dans le cadre de cette plantation, dès lors qu'on a réussi l'enjeu d'intensification, mettre des essences forestières, donc faire de l'agroforesterie, pour que dans le paysage rural, le paysage agricole et du paysage du cacao comme des autres filières, l'arbre soit vraiment au cœur de ce paysage. Donc, investissement dans l'agriculture, d'accord, mais tout contribue à mobiliser les uns et les autres, tous les acteurs, pour que ce soit plus fait au détriment de la forêt.
Adeline? Effectivement, bon, moi je suis d'accord avec Marc. Je pense que dans le cas de la Côte d'Ivoire, effectivement, des priorités de développement concurrentes, hein, et c'est tout l'enjeu justement de la planification climat, c'est d'essayer de voir comment combiner ce développement agricole avec les objectifs climatiques et la préservation de l'environnement, mais également la préservation des ressources naturelles et économiques du pays, puisque les deux vont de pair. Et on a vu que dans certaines parties du globe, l'intensification agricole a été un outil clé pour permettre d'atteindre ces objectifs et de réduire la déforestation. Ça a été par exemple le cas au Brésil, qui a réduit la déforestation de manière drastique il y a quelques années grâce à l'intensification agricole, mais aussi grâce à l'intensification, mais combinée à un cadre habilitant vraiment fort et bien mis en œuvre. Et c'est surtout ça qui est important. À l'heure actuelle, les investissements d'intensification agricole en Côte d'Ivoire sont faits sans préoccupation sur le risque de changement d'usage des sols. L'essentiel des programmes financés sur ce volet-là l'ont été pour des préoccupations, et à juste titre, de sécurité alimentaire, de développement post-conflit, etc., qui correspondaient à des priorités gouvernementales. Mais il faut aujourd'hui revisiter ces priorités pour prendre en compte la dimension de la déforestation et appuyer l'aménagement du territoire, la sécurisation foncière, la traçabilité des commodités agricoles, pour s'assurer que cette intensification ne crée pas d'effet rebond et ne crée pas d'extension en parallèle des surfaces agricoles dans les forêts. Merci beaucoup, Adeline. Et je vois encore 3 questions. On a encore 2-3 minutes de temps pour des réponses avant de clôturer cette session aujourd'hui. Et on a une question qui m'intéresse beaucoup en fait, donc je vais un peu la prioriser parce qu'on n'a pas encore touché ce sujet aujourd'hui, qui touche l'aspect important de la matière de la gouvernance. Et c'est une question par, je pense, Monsieur Alain Penelon, j'espère que j'ai bien prononcé, et qui nous pose la question, en matière de gouvernance, le climat des affaires permet-il d'investir? Quels sont les éléments structurels et ou les mesures incitatives qui incitent à ces investissements? C'est encore une fois une question excellente. Et j'aimerais proposer à Marc de commencer avec quelques réflexions. Merci. Merci Danae. Ce n'est pas une question très facile, mais elle est très pertinente. Je pense qu'on peut la regarder de 2 points de vue. La gouvernance d'une façon générale en termes de justement mesures d'incitation ou cadres favorables pour les investissements. Mais là, je vais dire, notre auditeur sait sûrement que la Côte d'Ivoire a fait beaucoup d'efforts et continue d'en faire énormément. Au Doing Business, des références sont là et parlent pour la Côte d'Ivoire. Maintenant, on peut ramener cette gouvernance au cas spécifique de la forêt. Sur ce cas spécifique de la forêt, on peut dire que la mobilisation est en train de se faire pour que la gouvernance puisse être améliorée dans le cas de la forêt, parce que tous ces investissements ne pourraient pas être faits de façon optimale s'ils ne vont pas de pair avec une gouvernance optimale. Je pense que la montée en puissance des partenariats publics-privés est un élément justement d'amélioration de cette gouvernance, avec l'intervention de plus en plus forte justement du secteur privé dans ces différents domaines de l'agriculture, de la forêt et de l'utilisation des sols. Je pense qu'il existe aussi un certain nombre de mécanismes qui sont notamment des mécanismes pour des projets spécifiques aux standards internationaux. Je prends la plupart des bailleurs de fonds qui ont commencé à investir en Côte d'Ivoire
dans le secteur de la forêt regarde de très près tous les éléments liés aux mesures de sauvegarde environnementale et sociale, tout ce qui concerne les mécanismes de plainte et de recours aux plaintes. Et ça, ce sont des choses qu'on voit pour le programme d'investissement forestier donc de la Banque mondiale, qu'on voit même dans le projet en cours d'élaboration à soumettre au Fonds vert pour le climat, qu'on voit dans les projets qui sont gérés notamment par l'Office ivoirien des parcs et réserves. Donc, ce sont des éléments qui aussi veulent mettre les communautés dans une implication plus importante justement de la gestion durable des forêts. Et en plus des partenariats publics-privés, en plus de toutes les mesures de sauvegarde environnementale, l'implication et la prise en compte des communautés peut aussi aider à améliorer la gouvernance. Voilà quelques éléments de réflexion sur une question qui n'est pas facile, mais qui fait partie, on va dire, des dossiers sur lesquels la Côte d'Ivoire travaille activement. Adeline? Oui, peut-être pour compléter, juste dire que dans le cadre de notre étude, nous avons cherché également à regarder un petit peu ce qui se faisait au niveau du régime fiscal qui s'applique aux différents secteurs liés à l'usage des terres, notamment en termes d'exonération ou d'incitation fiscale. Car on sait que voilà, il y a des opportunités de réforme fiscale et certains mécanismes d'incitation pour la production durable de certaines commodités agricoles, comme ça peut être le cas de l'huile de palme en Indonésie, peuvent être des mécanismes qui fonctionnent. Ces opportunités-là existent potentiellement en Côte d'Ivoire. Alors notre travail n'a pas été exhaustif car il a été difficile de collecter des données sur cette question. Ça a été notamment une des limitations une des limites de notre étude. Mais en tout cas, par rapport à ce qu'on a pu répertorier, il y a quelques subventions et exonérations qui soutiennent la production des produits de base agricoles, ainsi que la demande également en énergie durable, et qui sont donc pertinents pour la RED+. Mais de manière générale, on a constaté que l'usage de ces outils est relativement faible en Côte d'Ivoire, et notamment également particulièrement faible par rapport aux autres pays d'Afrique subsaharienne. Donc finalement, ce sont des outils qui, pour la RED+, ou pour le domaine de la forêt, ne sont pas encore vraiment exploités, et on pourrait imaginer que des réformes dans ce cadre-là puissent s'inscrire dans la promotion de la production durable, et du coup servir les objectifs de la stratégie nationale RED+ également. Oui, tout à fait. Je voudrais peut-être juste rajouter que justement dans le cadre de la stratégie nationale RED+, il existe un mécanisme qui est extrêmement important et qui fait partie de la plupart des projets et activités, qui est les paiements pour services environnementaux, donc les PSE. C'est une forme d'incitation, une forme d'encouragement, mais qui permet de donner une valeur économique à l'arbre et qui permet donc d'inciter et les producteurs et les communautés à travailler dans le sens du reboisement et de la protection donc, des forêts et avec à la clé une incitation à travers ce mécanisme de PSE. Voilà. Merci beaucoup, Marc et Adeline. Et j'aimerais, même si on a encore quelques questions qu'on n'a pas pu discuter dans cette session, j'aimerais clôturer cette session de questions et réponses par une observation et une question de je pense, Monsieur Jérémy Gasque, qui nous partage en termes de précision par rapport à la présentation que la contribution déterminée nationale de la Côte d'Ivoire propose une réduction de 28% des émissions de gaz à effet de serre en 2030 par rapport à un scénario tendanciel et pas en absolu du fait des besoins de développement. Donc, merci beaucoup pour cette précision.
Et pour en revenir sur la question de M. Jérémy Gasque, est-il possible de mener ce même type de cartographie sur les autres secteurs que la forêt, notamment par exemple l'énergie? Adeline? Alors oui, absolument. En fait, cet outil peut être appliqué à l'ensemble des secteurs. Dans le cadre de la Côte d'Ivoire, le champ d'application a été celui des secteurs liés à l'usage des sols, mais l'approche de cartographie des finances, publiques ou privées, a été réalisée dans d'autres pays et de manière globale également sur la finance climat. Et je vous invite à regarder l'expérience de Climate Policy Initiative qui a développé en fait ce modèle et cet outil et qui a fait cette analyse au niveau global, mais également dans d'autres pays comme par exemple l'Indonésie, au niveau de tout le financement climat, y compris le secteur de l'énergie. Mais le périmètre est extrêmement flexible. Il suffit juste de définir correctement quels sont les secteurs et les sources de données à mobiliser et les questions principales d'analyse et de pouvoir, et c'est le plus important, s'assurer de l'accès à des données qui soient fiables et puis les plus détaillées et complètes possibles. Je voudrais effectivement juste compléter l'analyse d'Adeline pour dire qu'effectivement, il y a un intérêt déjà de la part des autres secteurs. Et je pense que dans le cadre justement de la mise en œuvre de l'accord de Paris et la feuille de route et le work plan des NDC, il y a de l'inspiration justement pour les autres secteurs et pour la stratégie climat de la Côte d'Ivoire. Et je partage parfaitement le commentaire de Jérémy Gasque, avec qui nous avons travaillé justement sur les INDC pour la COP 21. Parfait, merci beaucoup. Malheureusement, on n'a plus de temps, on est juste 3 minutes au-dessus du temps qu'on avait accordé à ce webinaire. Il y a encore quelques questions très intéressantes et pertinentes que malheureusement on n'aura pas le temps d'en parler, mais par exemple, une de ces questions est par monsieur, je pense, Latro Emmanuel. S'il existe une méthode qui permet d'évaluer l'impact des engagements du secteur privé visant à réduire la déforestation. C'est une question très intéressante et je pense que nos partenaires seront très intéressés justement à commencer à aussi travailler et réfléchir dans ce sens. Donc, merci beaucoup. Et je vois aussi que, merci beaucoup aussi, Monsieur Christian Moutoto Bouyeya, pour votre question qui demandait justement que la Côte d'Ivoire est très correctement un pays qui a forgé sa maturité économique avec la filière cacao depuis des années pour rebooster son économie et comment faire ça sans le secteur agricole. Donc, on n'aura pas le temps, malheureusement, d'en parler ici, mais on vous invite de nous contacter directement et contacter les présentateurs d'aujourd'hui pour quelconque question que vous pourriez encore avoir. Donc, avec cela, j'aimerais beaucoup vous remercier d'être avec nous aujourd'hui, d'avoir passé du temps, d'avoir partagé vos idées, vos réflexions. J'aimerais aussi beaucoup remercier Adeline et Marc pour leur présentation. Et même si vous ne le voyez pas, il y a toute une équipe derrière aussi qui appuie ce webinaire. Madame Angela Falconer, Monsieur Charlie Parker, Monsieur Charlie Zajicek, Monsieur Dan Story, je pense que c'est l'équipe pour être sûr que cette présentation s'est bien déroulée aujourd'hui. En dernier point, avant que vous nous laissiez, il y a un petit sondage, donc en dessous de la case
de questions que vous avez, il y a une petite case qui s'appelle polls, qui veut dire donc sondage en anglais. Et les questions sont en français. Il y a 2 petites questions. Est-ce que les présentateurs du webinaire étaient efficaces? Et deuxième question, dans l'ensemble, le webinaire a répondu à mes attentes, oui ou non? Donc, on serait vraiment très content si vous pouvez prendre quelques minutes, même pas, je pense que c'est 1 minute pour remplir ce sondage. Donc, merci beaucoup pour votre temps. Je vous souhaite une excellente fin de journée et on espère de vous retrouver bientôt dans un de nos webinaires. Merci beaucoup et au revoir. Merci.